Bonjour à tous. Merci de votre présence. Il est 13h33. On va démarrer la réunion. C'est un peu une innovation, ce type de présentation pour nous. On a pris un sujet qui nous paraît important par rapport à l'aspect économique de votre exploitation. En l'occurrence, le péripartum, la phase de tarissement, le début de lactation, ce sont des enjeux très importants sur vos exploitations pour une garantie économique. Donc on a fait appel à Lionel Rollin de notre firme service Techna France pour nous présenter son expérience et les études qui ont pu ressortir des ISIMAP qui travaillent tous les jours. On va mettre quelques règles au niveau de la présentation. Elle va durer à peu près une petite heure. S'il y a des questions, vous avez une petite messagerie liée à la réunion. N'hésitez pas à poser vos questions. Avec Christian Carrier et Maupin, on sélectionnera celle-ci et puis on essaiera de vous répondre en fin de présentation. Voilà. Je passe la parole à Lionel pour la présentation. Merci. Parfait, merci Christophe et bonjour à tous. Donc j'en profite avant de démarrer de remercier la société Sabé donc de nous permettre d'intervenir aujourd'hui sur cette thématique, et j'en profite aussi pour vous remercier d'être présent pour ce webinaire. Donc comme Christophe l'a expliqué, on va être ensemble là pendant une petite heure pour évoquer une problématique qui est importante, et donc je vous propose qu'on la travaille en différentes étapes. Tout d'abord, nous allons vous proposer donc de voir quels sont les constats techniques et économiques que l'on peut réaliser sur cette période par rapport à des observations de données que nous avons pu faire. Et puis après, dans un second temps, on verra comment répondre donc aux enjeux, aux challenges donc de cette période préparation vélage, début lactation, tout en voyant quelles sont les solutions qui peuvent être mises en œuvre donc au niveau de vos élevages avec vos différents interlocuteurs donc de l'équipe Sabé. Donc, comme l'a dit Christophe, on aura un temps de parole et d'échange à l'issue de la présentation. Donc on pourra échanger de vive voix par rapport à des points que vous souhaiteriez voir approfondir ou questionner plus largement sur les points complémentaires. Alors, donc, quand on fait l'état des lieux et donc de ce qui se passe sur le début de la lactation, ce qui nous a paru intéressant, c'est d'examiner donc une base de données que nous avons constituée au niveau de Techna, donc qui est issue des données du service ISEMAP. Donc, alors je sais que parmi vous, il y en a qui sont utilisateurs de ce service aujourd'hui, mais donc pour le rappeler, ISEMAP est un outil de collecte des données de performance et surtout d'analyse de celles-ci dans l'objectif de valider si les performances zootechniques sont bien en phase avec les programmes nutritionnels qui sont proposés pour atteindre les objectifs qui sont fixés au niveau de vos élevages. Donc ce service permet de produire des rapports comme ceux qui sont présentés, alors de façon non exhaustive, puisqu'il y en a 3 qui sont représentés ici à l'écran, mais pour ceux qui utilisent le service, vous savez qu'il y en a d'autres supplémentaires pour vous aider à piloter vos performances en collaboration avec votre technicien Sabé. Et donc les données que nous allons observer tous ensemble maintenant sont des données mutualisées de l'ensemble des utilisateurs au niveau national. Alors bien sûr, les données des éleveurs Sabé sont compilées dans ces données, mais là c'est plus largement une photo de ce qui se passe au niveau national, parce que ça permet d'observer des choses à très grande échelle et de dégager des tendances de ce qui peut se passer au niveau zootechnique. Alors, quelques définitions utiles pour la suite par rapport à des terminologies qui vont être employées. Donc, quand nous parlerons d'alerte énergie dans les diapos qui suivent, cela voudra dire, alors non pas que l'animal ou que les animaux sont en acétonymie clinique ou subclinique, c'est avant tout, est-ce que l'énergie est un facteur limitant
ou pas au niveau de l'élevage pour atteindre l'objectif de performance qui est fixé. Et de la même façon, les alertes humaines dont nous parlerons par la suite expriment l'idée, est-ce que la sécurité ruminale est limitante pour atteindre l'objectif de performance ou pas? C'est pas est-ce que ma vache est en acidose ou pas, c'est est-ce que ma sécurité ruminale est suffisante ou pas, et quelles sont les marges de manœuvre que je peux avoir au niveau de mon élevage. Voilà. Donc une fois ces définitions posées, ben, je vous propose sans transition que nous regardions ce qui se passe quand on examine les données de façon microscopique. Donc on voit ici qu'on a traité pratiquement 220 000 résultats individuels donc de contrôle laitier, donc une masse d'informations très importante qui fait qu'on peut considérer que ce que l'on observe est une tendance globale de ce qui peut se passer au niveau des élevages. Alors c'est vrai que ça pourrait être plus, mais ça pourrait être surtout moins, et ça permet de dégager globalement des grandes lignes directrices du conseil qui peut être apporté donc, auprès de vos exploitations. Donc sur ces 220 000 résultats, nous avions comptabilisé un peu plus de 30 000 alertes humaines, donc nous venons de définir tout de suite, et surtout pratiquement 40 000 alertes énergie. Donc on voit que sur la population d'éleveurs, on a sur la phase spécifique du début de lactation bon nombre d'alertes, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Alors quand on regarde un peu plus en détail ces éléments-là, alors je vous propose de démarrer tout de suite par rapport aux alertes humaines. Alors comment est constitué ce tableau? Eh bien vous voyez ici, donc je ne sais pas si vous voyez quand je pointe avec ma souris, mais sur l'abscisse, nous avons représenté ici chaque semaine, la semaine 1, la semaine 2, etc., jusqu'à la semaine 14, qui matérialise globalement les 100 premiers jours de lactation. Et puis en ordonnée, on retrouve la fréquence d'apparition de l'élément observé. Donc ici sont distingués en orange les primipares et en gris les multipares. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, par rapport aux populations qu'on observait et puis par rapport au moment où était observée l'information, et bien en fin de compte, on regardait pour un animal déterminé si c'était la semaine 3, la semaine 4, la semaine 5, et globalement, ça vient consolider la courbe ici. Ça veut dire qu'ici, cette courbe est représentée par différents animaux qui ne sont pas forcément les mêmes et qui ne sont pas forcément au même stade puisqu'ils ne sont pas forcément contrôlés la même semaine. Donc ce que l'on voit, c'est que les alertes humaines, en fin de compte, ont une fréquence qui est relativement basse sur les 6 premières semaines de lactation. Quand on se focalise ici sur le segment semaine 1 à semaine 6, on est de l'ordre de 10 à 15%. Alors, on peut très bien se dire que c'est beaucoup, mais globalement, je suis convaincu que si on avait fait ce travail-là il y a 20 ans, on aurait eu des niveaux bien plus élevés. Et par ailleurs, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une hausse continue de ces alertes sur les 100 premiers jours. Donc quand on parle de fréquence relativement basse, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut considérer que par rapport à tous les efforts qui ont été mis en œuvre par les éleveurs et par rapport aux conseils qui ont été apportés par les équipes techniques, en particulier ici la SAB en ce qui nous concerne, eh bien l'ensemble des éléments qui ont été mis en œuvre ont permis de bien gérer cette problématique. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, mais il faut continuer dans ce sens-là puisque la problématique humaine est plutôt bien gérée globalement. Alors quand on regarde en revanche ce qui se passe sur la partie des alertes énergie, là on voit que du coup la dynamique est complètement différente. Donc on retrouve la même logique en termes de présentation du graphique, sur l'axe des abscisses, les semaines 1 jusqu'à la semaine 14, et puis en ordonnée le taux de fréquence des alertes. Donc là on voit que ce soit pour les primipares en orange ou pour les multipares en gris, eh bien on voit qu'à partir de la 3e semaine de lactation, la semaine S3, on a une explosion des alertes énergétiques qui vont jusqu'à 25% des multipares. Donc ça veut dire que chacun autour de la table, donc, ou autour de l'ordinateur, là en ce moment, ça veut dire que dans nos élevages, là, si on regarde sur 100 vaches qui seront en début de lactation, on aurait 25% qui seraient en alerte énergétique, ce qui est important. Et on a vraiment une explosion à partir de la 4e semaine, ce qui laisse penser qu'on est plutôt sur des problématiques de ce qu'on appelle des cétoses de type 1, c'est-à-dire pas de syndrome de vache grasse, mais plutôt des alertes énergétiques qui sont liées plutôt à un déficit énergétique sur le début de lactation. Ce n'est pas une problématique d'animaux qui sont trop engraissés
et qui reperdrait du poids en début de lactation, c'est plutôt globalement une carence énergétique. Alors quand on regarde quel est l'impact zootechnique de ces alertes, donc ici, alors on retrouve exactement la même chose pour les primipares, hein, c'est pour ça que nous ne présenterons que pour les multis, c'est exactement les mêmes éléments. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a différencié deux populations d'animaux, la population des animaux qui ne présentent aucune alerte énergétique sur les 100 premiers jours, puisque ça, effectivement, EasyMap nous les donne et nous les recense. Et une deuxième population, c'est celle des animaux qui ont au moins une alerte énergétique constatée sur les 100 premiers jours. Donc on distingue ces deux populations et on regarde comment elles s'expriment, que ce soit sous l'angle production laitière, mais aussi au niveau du TP. Donc ce que l'on voit ici clairement, c'est que ce soit pour la production laitière ou le TP, eh bien, on a vraiment un comportement en termes de performance qui est complètement différent. Et ce que l'on voit, c'est que dès la 3e semaine de lactation, on a un écart, alors qu'il y a un écart statistique, hein, mais de 2 kg de lait en moins pour les animaux qui ont au moins une alerte et 2 points de TP en moins. Ce sont les différences que vous pouvez voir ici sur les courbes, ici à gauche sur la partie production laitière et ici à droite sur la partie TP. Donc ça veut dire quelque part que si on a un animal qui a une alerte énergétique dans l'élevage, et statistiquement, cet animal va faire 2 kg de moins et 2 points de TP en moins. Alors, on est sur une notion statistique. Peut-être que ça serait 3, peut-être que ça serait 1, peut-être que ça serait 1,5, mais c'est plutôt une tendance globale qui permet de matérialiser les différences de performance, bien entendu. Alors, quand on regarde ici donc les premiers enseignements qu'on peut tirer quand on analyse ces bases de données à grande échelle, ce que l'on voit, c'est que l'on a davantage d'alertes énergie que d'alertes humaines, hein, c'est bien ce qu'on vient de se dire tous ensemble. Alors, d'une part, les situations d'acidose ou de subacidose, elles peuvent se régler quelque part en temps réel, si je puis m'exprimer ainsi. Dès qu'on constate qu'il y a une dérive, on peut intervenir en élevage avec des solutions adéquates. Pour la partie cétose de type 1, donc qui sont liées à un déficit énergétique, qu'elle soit clinique ou subclinique, là c'est plus complexe, puisque quelque part il faut intervenir un peu plus en amont et parfois même depuis le moment de la prépa vélage. Ce que l'on voit aussi, c'est que les cétoses de type 1 sont vraisemblablement prédominantes, donc par rapport à des cétoses de type 2 qui correspondent plus au syndrome de la vache grasse. Ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement que nous avons ici d'importantes marges de progrès sur la nutrition à mettre encore en œuvre donc sur le début de lactation. Même si effectivement on a beaucoup amélioré la situation donc par rapport à il y a quelques années, il nous reste des choses très intéressantes à faire et des leviers de rentabilité technique et économique à aller rechercher. Et l'autre point, c'est que la nutrition avant vélage n'est pas systématiquement à remettre en cause, elle peut l'être, mais pas systématiquement. Il y a vraiment quand même beaucoup de choses qui sont liées à la partie de la gestion du début de lactation. C'est pour cela que pour la suite, je vous propose que nous attaquions d'abord les challenges à relever sur la partie début de lactation, et puis enfin, on reviendra sur la partie préparation vélage. Voilà. Alors avant d'attaquer la suite, pour se fixer un peu les idées sous l'angle économique, même si on reste sur une interprétation statistique de ce qui a été présenté auparavant, si on part du postulat d'une vache qui présente donc au minimum une alerte énergie sur les 100 premiers jours, ça peut être 2, ça peut être 3, hein, mais au minimum une, et qui produit en moyenne 35 kg de lait sur les 100 premiers jours, bien ça veut dire que par rapport à ce que l'on a vu, on a un manque statistique de 2 kg de lait, alors sur 85 jours, hein, pas sur 100 jours, puisqu'on a vu que la problématique arrive en 3e semaine, ce qui fait convertir en litres 165 litres, et sur une base d'une hypothèse de 330 € des 1000, eh bien, un gap, un delta de 55 € donc de manque à gagner. Et si on fait le même exercice sous l'angle du TP, eh bien, les 2 points de TP qui nous manquent sur 37 kg, puisqu'on a vu que potentiellement il nous manquait 2 kg par rapport aux 35, eh bien, ça me fait un volume donc de un peu plus de 3000 litres de lait, à 6 € des 1000 litres, hein, on a arrondi pour le calcul, par 2 points, ce qui me ferait 36,50 €, ce qui fait que quand on additionne les deux leviers, c'est pratiquement un total de 90 € donc de manque à gagner sur les animaux en alerte. Là, j'insiste bien sur le fait qu'on ne parle pas du
du coup, des pathologies type acétonémie clinique, subclinique, cétose, etc. On est vraiment sur un manque à gagner par rapport à l'expression du potentiel uniquement parce qu'on a une alerte. Bien entendu, il faudrait comptabiliser, si on voulait aller plus loin, le coût des maladies métaboliques et puis prendre en compte d'autres effets collatéraux liés à ces problématiques, comme la repro ou autre. Donc le manque à gagner pourrait être beaucoup plus important. Mais ne serait-ce que sur le manque de performance qu'on pourrait se compter, déjà on a cette somme de 90 € qui permet qui laisse la place à des orientations techniques qui peuvent être faites au niveau des élevages si on raisonne sous l'angle budget partiel au niveau économique. Et je vous propose qu'on retienne de cette base de 90 € déjà, sachant que c'est forcément plus quand on prend tout en compte. Voilà. Donc, du coup, eh bien, comme je voulais proposer pendant cette première introduction, je vous propose qu'on aborde à présent la partie gestion des challenges qui se posent à nous sur la phase du début de lactation pour répondre à la problématique que l'on vient de mettre en lumière par rapport à cette notion de nutrition énergétique en début de lactation. Alors, on voit bien que la question qui se pose, c'est comment on fait pour améliorer le bilan énergétique, puisque quand j'ai un animal en alerte, ça veut dire que mécaniquement, j'ai un animal qui est dans une situation de bilan énergétique défavorable. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, il y a un premier point, bien entendu, c'est ce qu'essayent de faire les équipes à votre contact quand on fait du rationnement, c'est d'essayer au maximum de répondre aux besoins des animaux, et notamment de travailler sur la concentration énergétique de la ration. Alors, pourquoi travailler sur la concentration énergétique de la ration, au-delà de la couverture des besoins? Eh bien, donc, c'est pour ce point-ci. Et donc là, je vous propose qu'on examine, en fin de compte, comment évolue le bilan énergétique des animaux, et donc de vous proposer de constater qu'en fin de compte, il est très lié à la concentration énergétique de la ration. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le bilan énergétique? C'est ni plus ni moins que la différence entre ce que coûte en énergie la production de l'animal, donc comparé à son ingéré énergétique. Donc ça veut dire que si je suis en positif, ici au-dessus de 0, ça veut dire que mon animal consomme plus d'énergie que la production, que les besoins qui sont liés à la production. Par contre, si je suis en négatif, ça veut dire que les besoins qui sont liés à la production sont supérieurs à ce que consomme l'animal. Voilà, tout simplement. Donc si je suis positif, je couvre mon besoin. Si je suis négatif, c'est-à-dire que je ne couvre pas mon besoin. Donc ce que l'on peut constater, quand on analyse ici les éléments de Daniel Sauvant, qui est un chercheur français donc, qui est impliqué sur ces problématiques-là, ce que l'on constate, c'est quand on regarde comment évolue ce bilan énergétique ici, qui est présenté sur les deux graphiques en ordonnée, eh bien on voit en fin de compte que le bilan énergétique des animaux, il est beaucoup plus lié à la concentration de la ration ici présentée sur la partie droite donc, de l'image, puisque globalement, le fait de reconcentrer notre ration de 0,05 UF, alors ce qui est significatif, mais qui n'est pas insurmontable en fonction des contextes de ration, eh bien on améliore le bilan énergétique de pratiquement une UF. Alors que de l'autre côté, on voit que le fait d'augmenter la production donc de 30 à 40 kg par exemple, de l'augmenter de 10 kg, ce qui est quand même très important, ne fait que dégrader le bilan énergétique de 0,47 UF. Donc on voit que globalement, notre bilan énergétique est plus lié, la réponse de l'animal est plus liée à la densité de ce qu'il consomme que plutôt qu'à son niveau de production. Donc ça veut dire aussi que ce n'est pas une fatalité. On peut être capable d'atteindre ces objectifs et d'atteindre des niveaux de production qui sont satisfaisants sans forcément dégrader le bilan énergétique, à condition que les besoins soient bien couverts et que notre densité de ration soit là. Donc ça, c'est un élément très, très important. Donc, il faut vraiment veiller à la densité énergétique de la ration, et c'est le travail que vous faites avec l'équipe Sabé lors des visites d'élevage, et notamment celle qui consiste à recaler les rations donc à l'automne. Donc, par rapport aux remarques que vous pouvez avoir de l'équipe, quand effectivement les observations sont faites en disant tiens, cette année maïs c'est un peu moins bon, il faudrait reconcentrer, on fait bien le lien avec les éléments que l'on peut voir ici. Alors, quand on se focalise un peu plus sur l'importance de la couverture des besoins énergétiques, ce que l'on peut voir, quand on regarde un petit peu ce qui est publié par les chercheurs, c'est qu'un niveau énergétique de la ration plus élevé, alors, est certes plus favorable à la production et au bilan énergétique, ça semble être une porte à moitié enfoncée
voilà, enfin moitié ouverte qu'on enfonce quand on dit ça. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on est favorable à l'ingestion. Donc je vous propose d'examiner ici le premier graphique qui est en bas à gauche, et on voit clairement que quand on compare des niveaux énergétiques bas avec des niveaux énergétiques un peu plus élevés, sur les périodes des 20 premiers jours de lactation, mais aussi des 70 premiers jours de lactation, sur la première période, on a pratiquement 1 kg d'ingérés supplémentaires quand on a des rations plus élevées en énergie, et 70 jours après, on a encore un écart d'ingestion donc de 500 grammes. 500 grammes, sur le papier, c'est 1 litre de lait, et le kilo qui nous manque au début, c'est pratiquement 2 litres de lait. Donc c'est quand même pas neutre. Et quand on regarde sous l'angle des performances, et ben on peut voir que les rations un peu plus hautes en énergie ici, ben on voit qu'en termes de production laitière, on est un peu plus d'1,5 litre en termes de production laitière en plus. Et quand on regarde les paramètres sanguins ici qui sont présentés en bas, c'est-à-dire le glucose plasmatique, c'est-à-dire tout simplement la quantité de sucre dans le sang, mais aussi les bêta-hydroxybutyrate, donc qui eux sont un marqueur d'un bilan énergétique négatif, c'est-à-dire que plus on a de bêta-hydroxybutyrate, plus ça veut dire que notre animal fait face à un déficit énergétique qui est marqué. Donc c'est comme ça qu'on peut le tracer facilement. Et donc on voit que les systèmes énergétiques plus concentrés, plus élevés, eh bien, permettent d'avoir plus de sucre au niveau sanguin et moins de bêta-hydroxybutyrate, donc ce qui signifie que le bilan énergétique de l'animal est meilleur que les situations basses en énergie. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question c'est quelles sont les formes d'apport? Comment je vais amener l'énergie au niveau de mes animaux? Donc, par rapport à ça, eh bien, donc, je vous propose qu'on regarde le premier point, donc, qui est l'amidon. Et donc ici, en fin de compte, dans cette étude, on se focalise sur la comparaison de deux niveaux d'amidon qui sont apportés sur les 3 premières semaines de lactation, sur les 21 premiers jours. Et donc on compare ici en pointillé des niveaux bas en amidon et des niveaux un peu plus élevés. Et ce que l'on constate ici, notamment sur le début de lactation, c'est que la production laitière, toutes choses égales par ailleurs, est plus élevée avec un niveau d'amidon qui est un peu plus élevé. Donc le premier point, c'est que l'amidon est important donc, sur le début de lactation en termes de production laitière. Quand on va un peu plus loin, et notamment sur la partie ingestion, eh bien on constate que de la même façon, eh bien les animaux qui consomment des rations qui sont plus riches en amidon ont un niveau d'ingestion de rations qui est plus élevé. Donc ça c'est quand même intéressant puisqu'on sait qu'on est sur une période où l'animal en plus a une ingestion qui est limitée liée au début de lactation. Donc le fait d'avoir plus d'amidon dans la ration va permettre d'avoir une ingestion plus élevée et ça se traduit ici donc, comme on peut le voir donc, sur le graphique à droite, par le marqueur dont on parlait tout à l'heure, le bêta-hydroxybutyrate, qui lui monte de façon très importante sur les 3 premières semaines de lactation pour des niveaux bas en amidon, alors que sur des niveaux élevés d'amidon, eh bien, ce marqueur reste plus faible, signe d'un bilan énergétique meilleur pour l'animal. Donc après, la question qui se pose, c'est effectivement quelles sont les sources d'amidon. Bien sûr, il y a les fourrages produits sur l'élevage comme l'ensilage de maïs. Il y a aussi les céréales qui peuvent être produites sur l'élevage, que ce soit des céréales à paille ou alors des produits type maïs humide. Et puis après, bien entendu, il y a l'ensemble des gammes d'aliments qui vous sont proposés par l'équipe Sabé qui permettent d'intégrer des profils d'amidon variables qui sont ajustés en fonction des niveaux des rations et la connaissance des fourrages qui composent vos rations de base. Alors quand on a parlé de l'amidon, là on parle d'aspect purement quantitatif, et donc on voit bien qu'il y a une amélioration de l'ingestion et du bilan énergétique. Là, l'objectif c'est de bien respecter les recommandations, et c'est ce qu'on s'attache à faire quand on cale les rations, donc en début de campagne, et qu'on ajuste les niveaux. Après, la question qui se pose, c'est quel profil d'amidon? Parce que l'amidon, lui, va se comporter de façon différente et peut-être dégradable ou beaucoup moins dégradable. Et donc, du coup, ici, dans cette étude, était comparé ce qui se passait quand on regardait 2 profils d'amidon dégradables sur 2 rations sur les 9 premières semaines de lactation des animaux. Donc, ce que l'on voit, c'est que des niveaux hauts d'amidon dégradable, eh bien, dégrade l'ingestion en début de lactation puisqu'on perd pratiquement
1 kg de matière sèche en début de lactation. Donc on voit bien ici que la forme d'apport de l'amidon est largement aussi importante que le fait d'avoir un niveau élevé d'amidon ou pas. Et je rappelle que 1 kg d'ingéré, quand on regarde les concentrations, que ce soit en protéines ou en énergie d'1 kg de matière sèche, c'est pratiquement 2 litres de lait qui se déplace ici quand on parle d'une variation d'ingestion d'1 kg. Donc ça c'est extrêmement important parce que ça explique le fait que si la personne de l'équipe SAB qui vous suit vous oriente vers tel ou tel profil d'aliment de production, c'est-à-dire plutôt serre à la paille, plutôt maïs grain ou plutôt équilibre entre les deux, c'est lié justement à ces grands équilibres nutritionnels qu'il faut respecter par rapport à la gestion de cette problématique. Alors, quand on fait un peu la synthèse sur les formes d'apport d'énergie, eh bien, en premier lieu, on a vu que la quantité d'amidon voilà, était extrêmement importante à gérer, hein, d'où les éléments relatifs au travail des équipes techniques à vos contacts, mais que la qualité de cet amidon était à prendre largement en compte, et notamment l'équilibre entre l'amidon dégradable et l'amidon bypass. Après, bien sûr, il y a l'équilibre à respecter par rapport à l'énergie amenée sous forme de fibres, là aussi pour s'assurer du bon fonctionnement ruminal des animaux, mais aussi les profils cellulosiques des aliments avec des apports de cellulose de qualité. C'est ce qu'on peut retrouver là aussi avec des formulations d'aliments de production avec des matières premières type de coque de soja par exemple. Et puis enfin, quand on veut continuer à densifier les rations en énergie, mais en toute sécurité, eh bien, on sait qu'à un moment donné, on ne pourra plus monter avec de l'amidon. Donc là, l'objectif, c'est de continuer à augmenter le niveau énergétique de la ration pour atteindre les objectifs qu'on a cités. On a vu l'impact de la densité énergétique de la ration tout à l'heure dans les premiers éléments là, des challenges du début de lactation. C'est d'augmenter de la matière grasse et notamment des formes sécurisantes. Et là, vous pouvez bénéficier des aliments spécifiques qui sont proposés par la SAB, à base notamment de graines de lin extrudées, donc, qui présentent un intérêt tout particulier donc, par rapport aux équilibres énergétiques donc des vaches en début de lactation ou performantes d'une manière générale. Donc, quand on a vu effectivement l'importance de la concentration donc de la ration en énergie, mais aussi la question des formes d'apport, eh bien, le point suivant, c'est vraiment le fait de favoriser l'ingestion. Parce qu'effectivement, notre ration peut être très bien sur le papier, par contre, si elle n'est pas consommée, si on ne met pas un maximum de chance de notre côté par rapport à ça, eh bien là, ça peut être donc problématique aussi. Donc c'est pour ça que je vous propose de faire un focus à présent sur ce volet ingestion. Alors déjà, pourquoi faire c'est que tout simplement, le bilan énergétique dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est si important, hein, et donc on le retrouve ici en ordonnée, où on retrouve ici les animaux qui sont en large déficit énergétique, là, quand on va de 0 jusqu'à moins 16 UF de déficit par animal et par jour, et à contrario, quand je suis positif ici en partant de 0 jusqu'à 7, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un lien très fort avec l'ingestion. On s'en doute un peu. Mais ce que l'on voit quand même, c'est que sur des niveaux d'ingestion très élevés, on voit même qu'on pourrait être même en situation de bilan énergétique positif, ce qui est pratiquement inespéré quand on sait que sur les 3 premières semaines de lactation, on a des animaux qui ingèrent peu suite à la mise bas et le fait que le rumen n'est pas encore complètement fonctionnel. Alors ici, on voit qu'il y a très peu de points ici, hein, et on sait que les ingestions vont plutôt se situer dans cette zone-là, mais tout ce qu'on va pouvoir faire qui va permettre de stimuler l'ingestion des animaux, on voit bien que tout de suite, on va améliorer le bilan énergétique donc, de nos animaux, et donc tous les efforts qui vont être faits vont être positifs. Donc après, il y a tout ce qui peut être fait en élevage, hein. Le fait de venir repousser régulièrement, on sait que ça a un effet, hein, de venir repousser, que ce soit à la main, que ce soit avec un quad, que ce soit avec un robot de repousse, mais ça a forcément un intérêt. Travailler sur l'appétence de la ration, tout ce qui va être favorable à l'ingestion, va aller dans le bon sens, donc par rapport à cette problématique-là. Alors après, je vous propose qu'on aborde la problématique de la gestion de la fibre, par rapport justement à l'ingestion globale, mais aussi à l'ingestion de fibres. Alors ici, je vous propose d'examiner un travail là, qui a été réalisé là, par un chercheur qui comparait en fin de compte la taille de particules de différentes rations. Alors, taille de particules courtes, ici c'est moyennement courte
moyennement longues et longues. Et donc, du coup, ces rations étaient caractérisées par le pourcentage de la ration dont la taille des particules était supérieure à 19 mm. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on tamise la ration, et c'est ce que fait l'équipe Sabé aussi, quand on contrôle les fourrages, voire les rations, là quand on recale les rations au mois de septembre-octobre, hein, et bien du coup ça correspond à ce qui reste sur le tamis supérieur, enfin sur l'étage supérieur du tamis qui permet de valider la structure physique de la ration. Donc on voit que pour les rations les plus courtes, c'est à peine 3%, ce qui est très bas, hein, 3% de particules supérieures à 19, et à contrario de l'autre côté, 15,5, ce qui est élevé. Ce qui fait qu'en moyenne, la taille moyenne des particules, hein, une fois qu'on fait la moyenne de toutes les particules, qu'elles soient grandes ou pas, ça va de 7,4 jusqu'à 8,8. Donc ça, c'est le constat, c'était ça qui a été étudié par ce chercheur. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu, en fin de compte, que à chaque fois qu'on augmentait la taille moyenne des particules, et notamment la quantité de grosses particules, eh bien on voit qu'on dégrade potentiellement beaucoup l'ingestion, puisqu'on part de 28 jusqu'à 25,7. Alors attention, il ne faut pas se dire qu'on va broyer très fin pour aller rechercher une ingestion maximale, parce que ça pourrait être une erreur, parce qu'on a besoin de structures mécaniques pour faire ruminer les animaux, mais entre le trop court et le trop long, il y a un juste équilibre à trouver par rapport à ces éléments-là. Donc pour avoir une bonne ingestion, mais aussi l'ingestion de fibres qui va être importante pour la rumination, parce que c'est ça quand même aussi qu'on cherche avec l'apport de fibres mécaniques avant tout dans une ration. Ce qui est extrêmement intéressant dans cette étude, c'est l'analyse des refus. Et donc là, ce qu'ils ont fait en fin de compte, c'est qu'ils ont regardé quelle était la quantité de fibres qui restait dans les refus. Et ça, on peut le constater en élevage. C'est-à-dire que quand on a une quantité de particules longues qui est trop importante, eh ben on se rend compte que les refus sont majoritairement constitués de fibres. Donc en fin de compte, on pense bien faire en amenant de la fibre longue, et en fin de compte, on se retrouve avec des refus qui contiennent énormément de fibres, et donc ce qu'on a voulu amener pour sécuriser la ration, eh ben, à dégrader l'ingestion, premièrement, mais en plus à dégrader l'ingestion de fibres. Donc c'est complètement paradoxal, mais en voulant sécuriser quelque part la ration, ben, en fin de compte, on dégrade la sécurité, puisque quelque part, ces particules longues ne sont pas consommées par les animaux. C'est ce qu'on retrouve un peu dans les élevages, quand on voit les animaux qui ont tendance à trier des particules trop longues, et les nids de poules qui peuvent se former un peu à l'oche, qu'on peut observer ça et là, et quand on tamise des refus, on retrouve beaucoup de particules, et donc plus la taille des particules est importante, plus il y a de fibres dans les refus, donc c'est extrêmement important, et donc vous comprenez l'importance du travail que vous faites de temps à autre avec l'équipe Sabé par rapport au tamisage des fourrages, mais aussi de la ration quand il y a des suspicions de problématiques terrain. Alors après, par rapport à la stimulation de la gestion, il y a un autre point qui est à intégrer. Donc, eh bien, c'est l'apport en PDIA sur les 21 premiers jours de lactation. Alors c'est vrai que l'apport de PDIA, on sait qu'il est extrêmement important par rapport aux besoins de production, puisque le rumen n'est pas capable, n'est pas suffisamment efficace pour fournir toute la protéine microbienne qui est nécessaire pour couvrir les besoins des animaux. Et donc on sait depuis très longtemps qu'on a besoin de protéines protégées qui vont être valorisées au niveau intestinal pour couvrir les besoins des animaux. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce qui se passe sur les 21 premiers jours, déjà un élément qu'on connaît, c'est que plus le niveau de PDIA est élevé, plus donc notre niveau de production est élevé, hein, et donc avec des choses qui sont significatives quand on parle de différences de production qui vont de 6 à 7 litres. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas neutre. Et là aussi, les recommandations de l'équipe Sabé que vous avez au moment du calcul de ration par rapport à ça, et notamment avec les différents profils des correcteurs azotés qui sont proposés et destinés à répondre à ces problématiques. Par contre, ce que l'on voit en plus, c'est que sur les 3 premières semaines de lactation, des niveaux de PDIA élevés, ici, permettent d'avoir une ingestion qui est plus élevée, puisqu'on gagne pratiquement 1,3 kg de matière sèche entre des niveaux de PDIA qui sont hauts et ceux qui sont bas de l'autre côté. Donc il y a vraiment un double intérêt de la gestion des PDIA en début de lactation, c'est la couverture des besoins par rapport aux besoins protéiques qui sont élevés cette phase-là, mais en plus, le fait qu'on a une ingestion qui est améliorée. Dernier point par rapport aux aspects nutritionnels, c'est la gestion de ce qu'on appelle la BACA, qui est
le bilan, donc la balance alimentaire cation-anion, c'est-à-dire la différence entre les cations, c'est-à-dire le potassium et le sodium, et les anions, donc le soufre et le chlore. Et donc on sait, on en reparlera tout à l'heure, que pour la prépa vélage, on va rechercher à avoir une BACA la plus négative possible par rapport aux problématiques du début de lactation. En revanche, en lactation, eh bien, c'est l'inverse. Il faut rechercher une BACA qui est largement positive, et on le voit ici dans cette étude. Quand on voit ici des BACA qui augmentent, quand je passe de 0 à 300, donc qui est un chiffre largement positif, eh bien on voit, et notamment en début de lactation, où le taux de concentré est le plus élevé ici en bleu-gris, eh bien on voit qu'on a un impact positif sur l'ingestion, donc de la gestion de la BACA, et il en est de même donc, pour le TB, donc sur le démarrage en lactation, quand on a des quantités d'aliments qui sont élevées. Donc c'est vraiment important de gérer cette BACA, et donc pour cela, eh bien, il y a toutes les solutions qui existent à base de facteurs tampons. Donc je sais qu'au niveau de la gamme SAB, il y a différentes solutions qui sont proposées par rapport à ça. Et donc là, on voit l'intérêt d'apporter ce type de solution au-delà des périodes de transition pour sécuriser le passage d'un ensilage de maïs à un autre au mois d'octobre-novembre. Là, il paraît évident et important de poursuivre la distribution de ce type de produit pour stimuler l'ingestion globale des animaux, donc tout au long de la période où les fourrages vont être consommés. Enfin, donc se pose, alors là on a vu les aspects purement nutritionnels, quand on regarde ce qui se passe, par contre en termes de management, là je vous propose de faire un petit focus donc, sur la partie gestion des primipares. Donc là de la même façon, je vous propose de regarder ce qui se passe quand on sépare les primipares des multipares, et donc là de refaire le point par rapport aux éléments qui sont produits au niveau de la base de données ISIMAP. Donc ici on retrouve sur les deux graphiques le nombre d'alertes énergie, 0, 1, 2 et jusqu'à 3 alertes énergie pour les animaux, qui soient primipares en orange ou alors multipares en bleu-gris. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'à chaque fois que mon nombre d'alertes énergie augmente, c'est-à-dire que si mon animal il fait une seule alerte, s'il en fait 2 ou s'il en fait 3 sur les 100 premiers jours, eh bien la production laitière au pic, on voit qu'elle s'effondre complètement, puisqu'on perd pratiquement jusqu'à 4 litres de lait entre une primipare qui ne fait pas d'alerte énergie et une qui en fait 3. Donc c'est extrêmement important. Et quand on regarde après ce qui se passe au niveau de l'intervalle vélage-vélage, donc de la lactation suivante, c'est-à-dire que si là, à l'instant T, j'ai une primipare qui me fait une alerte énergie maintenant sur la lactation actuelle, eh bien l'intervalle vélage-vélage au niveau de ma lactation suivante, on voit qu'il se dégrade. Et donc on voit clairement que pour les primipares, on a une dégradation qui est continue, qui est moins vraie que pour les multipares. Et donc, d'où l'impact de renforcer les apports énergétiques pour les primipares. C'est quelque chose que l'on fait habituellement. Mais là, on en voit complètement l'intérêt. Ici, quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'intervalle vélage-vélage, et on voit qu'entre les primipares qui n'ont aucune alerte énergie et celles qui en ont eu 3, on voit qu'on a une dégradation donc de l'ordre de 30 jours d'intervalle vélage-vélage, ce qui est vraiment colossal. Donc, c'est-à-dire que si mon animal il a une alerte énergie maintenant, je dégrade de 10 jours, enfin d'un peu moins de 10 jours. Si j'ai 3 alertes, c'est pratiquement un mois d'IVV donc dont je décalerai la prochaine lactation, donc la lactation suivante. Donc importance particulière de gérer les apports énergétiques, plus spécifiquement pour les primipares. Puis maintenant, c'est vrai qu'on a la possibilité, avec les outils type DAC ou robot, de segmenter les apports dans les programmes alimentaires. Alors, autre point, quand on regarde le comportement des primipares, et ceci spécifiquement sur la phase de péripartum, c'est-à-dire 2 semaines avant mise bas et 3 semaines après mise bas, eh bien, on voit que les primipares ici en orange ont tendance à moins se coucher que les multipares. C'est très légèrement inférieur. Donc, on voit un premier élément en termes de comportement sur cette phase de péripartum qui est différent. En revanche, on voit que sur les épisodes de couchage, les primipares, elles se couchent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup plus de petits épisodes de couchage. Donc ça veut dire que sur cette période-là, et c'est valable d'une manière générale, c'est extrêmement important pour le confort des primipares que l'on ait, pour pas qu'elles soient dominées, parce que c'est toujours le risque,
eh bien, au moins une place de couchage par animal au niveau du bâtiment. Bien souvent, il y a eu des raisonnements qui ont consisté à dire, notamment au robot, quand je mets un robot, je peux me permettre d'avoir un peu moins de place de primipare que d'animaux. Ben, on voit ici que ce n'est pas complètement vrai et que le fait d'avoir une place de couchage par animal permet vraiment de correspondre au rythme physiologique des animaux, notamment sur une phase aussi sensible qu'est la phase de péripartum, telle qu'on peut le voir ici. Donc ça, c'est le premier point. Et quand on regarde donc la partie primipare toujours, eh bien, donc voilà, une place de couchage par vache, quand on voit effectivement le comportement différent entre prémie et multi. Et quand on regarde ce qui se passe sous l'angle du comportement alimentaire, donc là ici je vous propose de regarder ce qui se passe ici, dans cette étude. Ce qui a été fait en fin de compte, c'est de regarder comment se comportent les primipares quand elles sont mélangées avec des multipares ou lorsqu'elles sont complètement séparées. Donc quand les primipares sont complètement séparées, on voit qu'elles mangent pratiquement une fois de plus, il y a un repas de plus pratiquement par jour. On voit que quand elles sont séparées, il y a une séquence de couchage supplémentaire en moyenne, et donc ça c'est pas spécifiquement sur le début de lactation, c'est sur toute la lactation. Et on voit par contre que l'ingestion, elle est vraiment extrêmement plus importante lorsque les primipares sont séparés. Puisque là on parle de pratiquement 2,5 kg de plus d'ingérés en plus lorsqu'elles sont séparées que lorsqu'elles sont mélangées avec les multipares. 2,5 kg c'est pratiquement 5 litres de lait, donc c'est absolument colossal. Donc du coup ici c'est plus une réflexion moi que je vous soumets, notamment pour les éleveurs qui auraient des projets de nouveaux bâtiments dans le cadre d'agrandissement ou autre, avec des tailles significatives d'élevage, c'est de se dire quand on atteint des effectifs de 130, 140 vaches avec des robots, alors ce qui n'est pas le cas partout, mais on sait que ça peut arriver, mais dans ce type de projet, de réfléchir vraiment au fait, quand on voit ces aspects ingestion, de réfléchir à la possibilité de faire des lots spécifiques de primipare, comme on peut voir en Europe du Nord, et là on voit qu'on a des comportements d'animaux qui sont adaptés et avec des gestions de hiérarchie qui sont complètement amoindries et qui permettent aux primipares d'évoluer dans une zone de confort qui est plus favorable. Donc à prendre en considération quand cela est possible. Donc quand on fait le bilan de ces éléments-là, eh bien on sait qu'après, pour conclure, sous l'angle du monitoring, eh bien, il y a des choses qu'on peut observer. Et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à être équipés d'outils pour regarder la rumination, notamment soit par des colliers d'activité, soit avec certains robots de traite, où on est capable de voir l'activité des animaux en termes de rumination. Souvent, on observe ces éléments-là par rapport à la gestion de problématiques type acidose. Ce que l'on constate, c'est que ça peut être vachement intéressant pour regarder globalement le statut des animaux. Et donc, dans cette étude, on va regarder en fin de compte comment se comporter en rumination des vaches laitières complètement saines, c'est-à-dire qui n'avaient aucune pathologie, des animaux en orange clair ici qui présentaient des problématiques d'acétonémie plutôt subcliniques, et puis en dernier lieu, des vaches laitières donc, qui présentaient une acétonémie subclinique plus une autre pathologie. Et donc ici, on retrouve donc l'activité des animaux, notamment sur la phase de péripartum, 2 semaines avant mise bas, jusqu'à 4 semaines après mise bas. Et donc ce que l'on constate, c'est que les animaux qui sont complètement sains, eh bien, en fin de compte, sont ceux qui présentent une activité de rumination la plus élevée. Et même si on peut observer la rumination sous l'angle plus problématique du fonctionnement du rumen, eh bien, on voit que clairement, il y a un lien avec les pathologies liées au statut énergétique et aux pathologies potentiellement. Donc ça, c'est vraiment un élément très intéressant à observer sur cette phase sensible pour les éleveurs qui sont équipés. Donc si on fait un peu le focus de cette partie début lactation, on voit que les grands principes, ça reste, quand on reprend les éléments présentés, mais de densifier la ration en énergie, avec les différentes sources, on l'a vu tout à l'heure, l'amidon, la matière grasse, bien entendu de mettre en œuvre tous les leviers pour favoriser l'ingestion, de bien couvrir les besoins des animaux en PDIA, et là vous avez l'ensemble des solutions qui sont aussi proposées par l'équipe Sabé pour répondre à vos besoins, aux besoins de vos troupeaux. Les besoins qui sont élevés, on le sait en début de lactation, mais en plus une ingestion qui est favorisée, on l'a vu. La gestion de la BACA en début de lactation pour aller rechercher quelque chose de largement positif pour stimuler la gestion, et puis surtout pouvoir mettre en œuvre un management adapté, parce que là on a des leviers à mettre en œuvre aussi qui ne sont pas forcément des choses qui sont des investissements
en termes de nutrition. Voilà, donc du coup, la deuxième partie, ce sont les challenges de la préparation vélage. Et avant même d'aborder cette partie, il m'a été transmise une question. Qui est la suivante, je la lis. Quelle est la perte économique lorsqu'on utilise une ration basse en énergie en début de lactation, donc sur les 20 premiers jours? Alors, ça c'est une excellente question parce que c'est vrai que tout à l'heure on s'est focalisé sur le après 20 jours puisqu'on voyait que c'était là qu'on avait des différences de production laitière et de taux. La perte que l'on a, c'est vrai que sur 3 semaines, elle ne va pas être très importante. Quand on va regarder effectivement 1 kg, 1,5 kg d'ingestion, quand on parle de 2 litres de lait sur une quinzaine de jours, c'est pas énorme. Donc c'est vrai qu'il y a une première perte directe sur cette période-là par rapport à des niveaux de performance. Par contre, c'est vrai que c'est surtout la perte que l'on va avoir qui va être liée justement à cette phase 0-21 jours et les impacts qu'elle va avoir sur toute la période 21 jours jusqu'à 100 jours qui a vraiment un gros levier économique. Donc c'est vrai que quand on regarde l'impact au global, il y a la perte directe sur les 20 premiers jours, mais le gros levier, il est sur les conséquences collatérales sur la suite. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question, n'hésitez pas à me le faire savoir donc par Christophe ou Christian par message. Donc je vous propose qu'on poursuive et puis on pourra répondre aux autres questions par la suite. Alors on a vu tout à l'heure effectivement que bien souvent on allait pouvoir répondre aux challenges qui nous sont proposés par rapport à la gestion au début de lactation, mais il est bien évident qu'il y a aussi des choses à gérer au niveau de la phase prépa-vélage par rapport aux problématiques qu'on vient de discuter. Alors, autant nous avons vu tout à l'heure que la densité énergétique de la ration était un élément capital pour le début de lactation, autant il l'est aussi pour la prépa-vélage, c'est-à-dire les 3 semaines avant mise bas, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que des rations trop énergétiques avant vélage vont pénaliser les performances des animaux, puisque ici on voit dans cette étude, en fin de compte, était comparé à un système où la ration était distribuée à volonté pendant la prépa, ou alors au contraire de façon complètement rationnée. Ce que l'on voit, c'est des animaux qui ont été rationnés pendant la prépa, eh bien on a une performance laitière qui est plus élevée. Alors qu'on pourrait imaginer que plus on nourrit les animaux, mieux on les met, enfin, dans les conditions dans lesquelles on les met seront meilleures. Donc on voit que c'est complètement faux, et c'est aussi pour ça que quand on vous fait des recommandations sous l'angle de la gestion de la ration prépa, on a tendance à raisonner l'apport de fourrage énergétique type ensilage de maïs, et aussi de favoriser les fourrages grossiers type paille ou foin dur, mais pour limiter l'ingéré énergétique. Et ce que l'on voit, c'est que quand on rationne les rations, quand on observe le niveau d'acide gras non estérifié, qui est le second marqueur d'un bilan énergétique négatif, comme peut l'être le bêta-hydroxybutyrate qu'on a évoqué tout à l'heure, on voit qu'après vélage, ici en postpartum, en gris, les animaux qui ont été rationnés ont moins d'acide gras non estérifié, donc ça veut dire qu'il y a eu moins de mobilisation, clairement, des graisses de réserve. Donc ça veut dire que l'animal a un bilan énergétique qui est meilleur. Donc maîtrise de l'ingéré énergétique avant mise bas, meilleure production laitière et bilan énergétique plus favorable. Premier renseignement. Un autre élément qui est extrêmement important, et c'est vrai qu'on l'observe souvent en élevage quand on va dans vos élevages, enfin quand je dis qu'on l'observe, c'est qu'on y est attentif, c'est l'évolution de la note d'état corporel pendant cette période sensible. Et donc ici, dans cette étude, en fin de compte, étaient comparés des animaux qui perdaient de l'état les 2 semaines avant mise bas, donc une perte d'état de 0,3 points, donc elle est de 3,07 à 2,78, donc une perte d'état légère, mais voilà, qui est quand même significative en 2 semaines, et des animaux qui avaient un état complètement stable, c'est-à-dire 2 semaines avant mise bas, c'était à 3,04, et donc, qui est vraiment la note d'état corporel optimale, et qui était toujours à 3,04, enfin quand je dis qu'il est optimal, c'est 3 bien entendu l'objectif, et qui était toujours à 3 au moment de la mise bas. Et donc ce que l'on constate, c'est que quand on regarde les semaines de lactation ici, donc qui vont de 0 à 4, c'est-à-dire le premier mois de lactation, et quand on regarde le bêta-hydroxybutyrate, qui est ce fameux marqueur du bilan énergétique négatif, on voit que les animaux qui ont un état corporel stable, en fin de compte, ont le niveau de BHB le plus faible et qui reste assez stable, qui n'augmente pas, alors que les animaux qui ont perdu de l'état avant la mise bas, eh bien eux, ils explosent complètement au niveau des BHB.
Donc là, on a vraiment une problématique directe de ce qui se passe pendant la phase de prépa vélage, donc sur l'état corporel, puisque l'état corporel qui est perdu, il faudra le reprendre avec toutes les conséquences qu'on connaît sur les problématiques de repro. Mais en plus, on voit que ici, bien, le bilan énergétique des animaux est déjà dégradé avant même que la lactation ait commencé. Donc là, il est capital de vraiment s'assurer que nos animaux ne perdent pas d'état. Et c'est vrai qu'on invite souvent les éleveurs à essayer d'avoir une ration stable, justement pour éviter que les animaux perdent de l'état, notamment quand on les laisse dans une pâture à l'été. C'est vrai que ça peut être tentant par rapport à la gestion du travail et à la gestion des bâtiments de mettre les animaux dehors, mais avec les risques que l'on peut voir par rapport à ça. Alors après, un autre point qui est extrêmement important, c'est d'anticiper le soutien du métabolisme du foie. Le foie est un organe qui est vraiment au carrefour du métabolisme global de l'animal, et notamment de la vache laitière. Et donc ici, on va voir l'importance de soutenir ce métabolisme du foie, du métabolisme hépatique, avec des solutions proposées pendant la phase de prépa à vélage. Donc ici, on va l'observer avec des apports de méthionine, mais on pourrait avoir le même type de réponse avec n'importe quel ingrédient qui va avoir un soutien du métabolisme du foie. Donc ici, on comparait un témoin avec des animaux qui recevaient donc des éléments par rapport au soutien du métabolisme du foie. Et ce que l'on constate, c'est que entre les animaux témoins en orange et ceux qui recevaient ici de la méthionine, mais on peut imaginer par extension tout ingrédient qui va soutenir le métabolisme hépatique, et bien on voit qu'on améliore l'ingestion, et ceci même avant le vélage, mais de façon très marquée après le vélage ici, postpartum, là que je montre avec la souris, ce qui se traduit en termes de performance laitière par une amélioration des performances et une amélioration du TP. Donc on voit qu'il est extrêmement important, là aussi, de mettre nos animaux dans les meilleures conditions, donc en commençant l'apport d'ingrédients qui vont soutenir le métabolisme hépatique dès la phase de préparation vélage. Voilà, on voit bien la différence ici, que ce soit sur la partie ingestion après la mise bas, mais aussi sur la partie production laitière et TP. On l'avait évoqué tout à l'heure, donc par rapport à l'importance de gérer le bilan alimentaire cation-anion sur le début de lactation en recherchant quelque chose de largement positif. On sait depuis longtemps que c'est extrêmement important de gérer ces éléments-là sur la phase de prépa en recherchant quelque chose là plutôt de négatif, voire largement négatif. Tout d'abord sur la gestion des cas d'hypocalcémie subclinique ou clinique en début de lactation. Quand on parle d'hypocalcémie clinique, c'est clairement les fièvres de lait. On sait que beaucoup d'animaux sont en hypocalcémie subclinique avec toutes les pathologies que l'on connaît, qui sont liées à ce statut calcique de l'animal. Et donc, quand on compare différents niveaux de bilan anion-cation, bilan alimentaire cation-anion, donc sur la phase de prépa à vélage, que ce soit très largement positif ici à plus 183, moyennement positif jusqu'au négatif à moins 74, on voit que l'incidence des situations d'hypocalcémie en début de lactation, donc là on est bien dans les conséquences en début de lactation de notre gestion de la phase de prépa-vélage, eh bien on voit que l'incidence des cas d'hypocalcémie, elle est largement réduite sur le premier jour et sur le deuxième jour par rapport à des situations où on n'a pas maîtrisé cette notion de bilan alimentaire cation-anion. Donc ça c'est extrêmement important de le gérer, et là vous avez à votre disposition par rapport à ce qui est proposé à la SAB, eh bien, les éléments qui permettent de le mettre en œuvre au niveau nutritionnel, que ce soit au travers de la gamme minérale, mais aussi au travers d'aliments spécifiques type le Toptari, qui vont avoir pour objectif la gestion de ce statut. Alors ça on le connaît. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est quand on regarde les conséquences de ces niveaux de bilan alimentaire cation-anion sur ce qui se passe sur le début de lactation. Ce qu'on constate, c'est que les animaux qui ont reçu donc un régime avec une BACA négative pendant la prépa-vélage, sont des animaux qui, en termes d'ingestion
postpartum peuvent avoir des niveaux d'ingestion qui sont beaucoup plus élevés donc, que les animaux donc, ici qui ont eu une balance anion-cation non maîtrisée. Enfin, quand on parle de non maîtrisée, c'est négatif. Sur cette phase-là, et on voit qu'entre les animaux largement positifs et puis ceux qui ont une BACA négative, on a pratiquement 1,3 kg d'ingestion. Donc c'est extrêmement important. 1,3 kg, c'est mécaniquement plus de 2 litres de lait. Et donc on le retrouve ici. Ici, quand on regarde les performances des animaux sur les 21 premiers jours, ben on voit qu'on a des différences ici qui sont même de l'ordre de 3 litres de lait. Quand sur le calcul de ration, c'est 2 litres de lait, on voit même que les animaux expriment plus de différences. Donc, il est extrêmement important de bien gérer cet aspect-là. Ça fait longtemps qu'on le répète. Alors, c'est vrai que ce n'était pas forcément facile à mettre en œuvre il y a 10-15 ans, parce qu'on n'avait pas forcément les effectifs dans les élevages qui permettaient de faire des lots. Mais aujourd'hui, avec les effectifs qui ont augmenté, on a vraiment possibilité de gérer des lots donc, spécifiques pour la prépa-vélage. Et là, on voit vraiment tout le bénéfice que l'on peut en retirer. Alors certes, c'est un peu plus de travail. Par contre, on voit que c'est un travail qui est extrêmement bien rentabilisé sous l'angle de la gestion des hypocalcémies subcliniques, mais aussi par rapport aux performances de lactation, puisqu'on voit bien que les animaux sont capables de produire un peu plus sans être forcément poussés en termes de, quand je dis pousser, c'est complémenter plus. On voit qu'il n'y a pas besoin forcément de mettre plus pour exprimer le potentiel des animaux. L'expression des potentiels, c'est pas forcément monter les quantités d'aliments, c'est aussi faire en sorte que par le management, on mette les animaux dans la meilleure situation possible pour que justement ils expriment leur potentiel et qu'ils valorisent au mieux les ingrédients qui sont apportés et les rations qui sont réalisées par l'équipe SAB. Alors après, on peut se dire oui, ça c'est très intéressant cette notion de BACA, mais comment on peut vérifier que tout ça, ça se passe bien? Donc là, il y a un élément qui est extrêmement important en termes de suivi d'élevage, et notamment la phase prépa-vélage, c'est de faire des vérifications de pH urinaire, puisqu'il y a une relation très forte entre le pH urinaire des animaux en prépa-vélage et le niveau, justement ce fameux niveau de BACA, de bilan alimentaire cation-anion des animaux. Donc là, on retrouve les trois niveaux des deux diapositives précédentes, largement positifs, moyennement positifs et négatifs. Et ce que l'on constate, c'est qu'on a une très forte corrélation avec le pH urinaire, puisqu'on voit ici que la ligne que je montre avec la souris, eh bien, en fin de compte, on voit que les animaux qui ont reçu ce régime négatif, ces animaux-là ont un pH urinaire qui est plus bas. Donc, un moyen très simple de s'assurer que le régime qu'on a mis en œuvre sur cette phase sensible est bien en adéquation avec ce que l'on recherche, c'est tout simplement de faire des pH urinaires, puisque ça, c'est un excellent révélateur de la situation de notre ration et que ce que l'on calcule quelque part sur la ration corresponde bien avec ce qui se passe au sol animal d'un point de vue physiologique. Moi, je vous invite à le faire. En termes de contrôle, c'est quelque chose qui reste assez simple à mettre en œuvre et ce n'est capable de détecter des problématiques avec les répercussions que l'on peut constater au travers de ce que j'ai pu vous montrer sur le début de lactation. Je pense que là aussi, en termes de monitoring, il y a quelques leviers d'un point de vue technique, économique à aller rechercher. Et le temps passé à ces phases-là en termes de gestion de troupeaux sont bien rentabilisés en termes de suivi d'élevage. Quand on a parlé de nutrition, c'est important aussi d'évoquer aussi ce qui se passe en termes de management. On a commencé à le faire avec le monitoring du pH urinaire, mais en termes de densité des animaux et de confort des animaux pendant la prépa-vélage. Parce que c'est vrai que de plus en plus, on s'occupe du confort de nos animaux en début de lactation, on l'a rappelé tout à l'heure, une place à loge, une place de couchage par vache. Par contre, on va voir aussi que c'est extrêmement important de se préoccuper du confort des animaux pendant la phase de prépa. Et donc là, je vous propose de regarder donc, cette étude qui a été réalisée, où on comparait des animaux qui avaient une surface assez importante, 12 mètres carrés par vache, et des animaux qui étaient restreints, c'est-à-dire 2,5 fois moins de surface, c'est-à-dire un peu moins de 5 mètres carrés par vache. Et ces animaux, en fin de compte, étaient séparés pendant la prépa et remis ensemble donc en début de lactation. Et ce que l'on pouvait voir, c'est que les animaux qui étaient en surdensité, ici en gris, eh bien, sur les 4 semaines après mise bas, eh bien, exprimaient une production laitière corrigée qui était largement inférieure à la production laitière des animaux qui avaient été dans une situation confortable en termes de logement par rapport à la prépa-vélage. Donc ça, c'est
c'est un élément qui est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que nos conseils peuvent être orientés de temps en temps sur des investissements nutritionnels, bien entendu, conditionnés au fait qu'ils aient un retour sur investissement qui soit significatif. Ça, c'est important. Mais on voit aussi que sous l'angle des techniques d'élevage, la gestion de ces phases qui sont des phases extrêmement importantes, et on le voit depuis une heure maintenant, eh bien, on a des leviers à aller rechercher qui ne sont pas forcément des investissements économiques que l'on va faire par rapport à des solutions nutritionnelles. Là, on est vraiment dans du management et il y a moyen là aussi, par des choses assez simples à mettre en œuvre, et notamment quand on a des projets de nouveaux bâtiments d'agrandissement, peut-être de garder ces éléments-là en tête pour en tenir compte et se dire tiens, par rapport à ma prépa-vélage, peut-être gérer des surfaces un peu plus importantes pour assurer un bon début d'actation par la suite. Voilà, c'est juste une réflexion que je vous propose de conserver donc, pour la suite de vos projets au niveau de vos exploitations. Donc quand on fait la synthèse de tous ces points prépa-vélage, hein, donc là l'objectif c'était de faire un point en une heure à peu près. On pourrait en parler bien entendu en de plus amples détails, mais sur la partie prépa-vélage, vous avez bien compris donc du coup l'importance de maîtriser l'état corporel, notamment au moment des phases les plus sensibles, lorsqu'on a des périodes de travaux par ailleurs au niveau de l'exploitation, qui ne permettent pas forcément d'être toujours au plus près des animaux, ou du moins autant qu'on le souhaiterait. Hein, donc bien maîtriser l'état corporel et notamment faire attention justement aux animaux qu'on pourrait laisser en pâture, à l'approche de la mise bas, peut-être de les rentrer et de les alimenter avec une ration spécifique. Bien adapter le niveau énergétique de la ration prépa-vélage, mais plutôt là dans une logique de maîtrise de l'ingéré énergétique. Bien gérer la baca de la ration, mais là, de façon opposée à la lactation, on va rechercher quelque chose de largement positif, là, de gérer avec les programmes nutritionnels qui vous seront proposés par l'équipe SAB, bien entendu, une baca la plus négative possible, et de pouvoir, quand on a l'occasion, faire du monitoring avec du pH urinaire, avec des bandelettes, hein, c'est assez simple à mettre en œuvre. D'anticiper, et ça c'est important parce qu'on voit l'intérêt, donc le soutien du métabolisme du foie. Souvent on considère que faire un hépatoprotecteur, voilà, on fait une cure pour tous les animaux en même temps. Est-ce que ça sera aussi efficace pour un animal qui est à 200 jours de lactation, voire 250? Est-ce qu'il ne faut pas cibler ces apports-là sur des phases plus spécifiques? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et au vu des éléments qu'on a pu voir, on voit qu'on a peut-être intérêt à cibler les apports sur des phases clés. Et puis, d'adapter le management de la prépa-vélage. Donc, ration spécifique 3 semaines avant mise bas. Et puis, avoir un logement vraiment optimal pour mettre vraiment les animaux sur orbite, les mettre dans la meilleure situation possible. Donc, par rapport à la gestion du début de la fusion de la lactation. Voilà, mais j'en ai terminé. Bien, je vous remercie à nouveau de votre attention. Et donc, à présent, donc, on peut aborder les différentes questions donc, qui peuvent être posées. Eh bien, merci Lionel hein, de cette présentation riche, voire très riche, et qui doit permettre d'améliorer notre gestion puisque c'était concentré. Je fais un peu d'humour, mais on voit que cette phase de péripartum est vraiment essentielle pour la réussite des performances sur votre élevage, réussite technique et économique. Donc n'hésitez pas à en discuter avec vos techniciens. Ils relayeront également les questions s'ils n'ont pas la réponse immédiate avec Lionel pour répondre le plus précisément à vos interrogations. Et donc, je remercie une nouvelle fois Lionel et merci également de votre participation à tous. J'ai une première question qui m'a été posée, mais bien entendu, on peut profiter du, du fait d'être tous ensemble maintenant là, pour poursuivre les échanges si vous le souhaitez, bien entendu. Alors, je vais la lire. Comment diminuer le risque d'acidose après mise bas et comment réduire l'intervalle vélage-vélage pour diminuer les... Donc là, les deux questions en une.
Alors effectivement, par rapport au risque d'acidose, et même si on a vu au niveau des synthèses des bases de données que c'était quelque chose qui était plutôt bien maîtrisé, ben, on voit effectivement que ces éléments-là restent quand même présents. Alors comment diminuer le risque? Donc là, on parle bien effectivement de gestion de risque. Donc là, il y en a différents. Le premier, c'est s'assurer effectivement de l'activité mécanique de la ration, et c'est l'incorporation de fibres, mais pas trop de fibres longues, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que le risque, c'est justement que nos animaux ne consomment pas la fibre. Donc une fibre de taille suffisamment adaptée, on parle souvent de la taille d'un paquet de cigarettes. Bon, comme il y a de moins en moins de gens qui fument, on a le référentiel peut-être un peu moins présent, mais peut-être on peut se dire, allez, il y a limite un peu moins grand qu'un smartphone. Donc ça peut être un premier élément. Après, il y a la gestion des aliments de production. C'est vrai que quand on veut densifier en énergie, on peut être tenté d'utiliser des sources énergétiques produites sur l'exploitation. Alors forcément, elles ont un intérêt, hein, que ce soit des céréales ou des maïs humides. Ça a forcément un intérêt pour reconcentrer les rations. En revanche, on l'a vu, le risque, il est présent, et notamment par rapport au fait que quand on parle de maïs humide, on a tendance à mélanger le maïs grain sec qui va se dégrader lentement, et le maïs humide, mais quelque part qui est le même, mais qui a fermenté et qui se dégrade de façon beaucoup plus rapide. Donc quelque part, ils ne se comportent pas de toute la même façon. Donc l'idée, c'est vraiment de gérer au niveau de la ration, et notamment avec des aliments de production qui sont sécurisants, donc des critères nutritionnels spécifiques qui vont permettre de gérer le risque global au niveau de la ration. Et là, l'équipe SAB est équipée avec les outils au niveau rationnement qui permet de gérer ce risque et les critères qui vont avec. Ces critères, ils sont présents sur l'analyse fourrage, on les connaît pour les aliments, et le but du jeu, c'est quelque part de gérer ces éléments-là à l'échelle de la ration totale des animaux, hein, que ce soit les animaux qui consomment la ration de base, mais les animaux qui consomment aussi 3, 4 kg, 5 kg, 6 kg d'aliments de production, donc de gérer ce risque-là. Et après, par rapport au profil des aliments, ben, c'est de gérer aussi les matières premières spécifiques, et là c'est aussi quelque part le savoir-faire du fabricant, de la SAB, d'associer les matières premières par rapport à leurs connaissances, par rapport à des profils fermentaires qui limitent ce risque. Donc quand on parle de profils fermentaires, ben, ça va être d'associer des quantités raisonnées de cire à la paille avec du maïs gras par exemple, puisqu'on présente des profils complètement différents, de sécuriser les apports de fibres, de cellulose avec des matières premières très sécurisantes comme la coque de soja. Ça va être d'apporter de l'énergie aussi sous forme de matière grasse, et là aussi l'ensemble des matières premières qui sont présentes dans l'usine de la SAB ici derrière nous, ben, va permettre de sécuriser ces éléments-là. Après, il y a aussi l'autre solution, qui est la solution des ingrédients qu'on peut apporter. Il va être tout ce qui va être facteur tampon. On a parlé tout à l'heure de la gestion de la BACA. C'est vrai que les produits tampons à base de bicarbonate et de facteur tampon vont présenter un intérêt par rapport à ce risque d'acidose. Maintenant, il ne faut pas voir les produits de type bicarbonate comme des produits uniquement gestion de l'acidose. On voit qu'ils ont un intérêt manifeste aussi sur la stimulation de la gestion. C'est pour ça que je vous invite vraiment à l'utiliser tout au long de la lactation, que notre ration elle soit à risque acidogène ou pas, parce qu'on sait qu'on a des effets qui sont largement positifs sur la gestion et donc sur les performances. Et puis après, il y a les ingrédients type levure vivante qui permettent là aussi de sécuriser le fonctionnement ruminal. Et là, ça, c'est des produits qui sont gérés en option dans les aliments qui nous sont proposés à la SAB, sur les aliments à la carte, mais aussi dans les produits de la gamme diététique où ce genre d'ingrédient est présent, du moins d'après les souvenirs que j'en ai. Deuxième question qui était posée, comment réduire l'IVV? Alors là, je dirais que ce serait pratiquement l'objectif d'un webinaire supplémentaire, parce que vous êtes même mieux placé que moi en tant qu'éleveur pour connaître la problématique de la gestion de la reproduction, mais ça passe avant tout par différents leviers. Déjà, c'est de ne pas avoir de déficit énergétique en début de lactation. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais les animaux qui présentent des risques en début de lactation, eh bien on sait que d'un point de vue physique, un follicule d'un animal qui est en déficit énergétique va être abîmé physiquement par justement toutes les conséquences collatérales du déficit énergétique. Et quand ce follicule va être recruté plusieurs semaines après, ben, il ne va pas être fonctionnel, et donc du coup on va avoir tous les problèmes type chaleur silencieuse ou autre, avec les déboires qu'on rencontre dans les élevages. Ah ben zut, je comprends pas, tiens, j'ai vu ma première chaleur mais j'ai pas vu la deuxième. Ben oui, parce que le premier follicule, ben, il était fonctionnel, mais le deuxième,
sur le cycle suivant, eh bien, il provient de follicules qui ont été endommagés très en amont, mais ça peut expliquer des fois qu'on a une chaleur qu'on voit au premier coup et pas en deuxième. Donc on associe ça souvent au déficit énergétique potentiel au moment même du retour en chaleur, mais c'est aussi souvent par rapport à un déficit énergétique marqué, même s'il est très court, sur le tout début de lactation. C'est pour ça que les enjeux de tout ce qu'on a discuté tout à l'heure sont extrêmement importants. Après, il y a l'observation, bien entendu, parce que qui dit VV dit maîtrise de la repro et forcément de l'IA. Et le troisième levier, et ça on le voit pour les éleveurs qui sont en EasyMap, c'est la gestion de la repro. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à inséminer rapidement et même d'avoir des stratégies d'insémination assez rapide. Attendre 90 jours, on voit qu'avec la feuille dédiée repro d'EasyMap, qu'il y a plein d'éleveurs qui attendent 90 jours, mais il y a des animaux qu'on aurait pu inséminer beaucoup plus tôt, puisqu'on n'a aucune alerte nutritionnelle, que ce soit énergétique ou humaine, sur ces animaux-là, et par sécurité, on retarde le moment de l'IA, alors que ces animaux-là, on aurait pu les inséminer. Et ça, on le constate au niveau d'EasyMap, il y a vraiment beaucoup d'animaux et des stratégies qui pourraient être peut-être revues, parce que plus on insémine tôt, potentiellement, plus on a de chances d'avoir un vélage de nouveau plus rapide, et donc de réduire les VV. Donc là, je vous donne des grandes lignes, mais on pourrait vraiment, ça pourrait être l'objet de plusieurs heures, même de réunions. J'ai vu une question apparaître à l'écran. Par contre, je ne sais pas où aller la chercher. Ah, c'est peut-être là. Ah, voilà, je les vois là. Je les vois là. Alors, je vais la lire. Je vous la lis en live, je la découvre en même temps. Comment agir sur la BACA quand on utilise la ration mélangée VHP pour les taris et qu'on retrouve les tampons à minéraux BACA positifs? On connaît tous le chlore de magnésium. Y a-t-il d'autres leviers pour influencer la BACA? Alors ça, c'est une super question parce que là, pendant une heure, je vous ai montré que c'était hyper important de gérer les deux. Et c'est vrai que d'un point de vue pratique, en élevage, on peut être tenté, quand on a la ration mélangée qui est prête, de se dire, allez hop, je distribue 25%, 30% de ma ration des animaux en début de lactation, je passe pour les taris parce qu'elles sont juste après dans l'auge, et je continue à distribuer la ration. Là, c'est vrai que on ne met pas nos animaux dans les meilleures conditions, puisque là, déjà, on part du postulat que on a les produits, quelque part, qui vont favoriser la BACA, qui sont déjà présents. Donc là, il n'y a pas de situation idéale, mais si on devait raisonner le côté purement intellectuel, ce serait de se dire, mais ce n'est pas pratique en réalité, qu'on rajouterait le bicarbonate. Alors, soit après, mais si justement on fait une ration mélangée, c'est pour seulement simplifier le boulot. Donc on ne va pas séparer l'apport de bicarbonate pour se dire qu'on le fait ou pas. Ou alors, ça vaudrait peut-être le coup de se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas distribuer tout simplement du maïs sans distribuer la ration mélangée, du maïs de façon maîtrisée pour les animaux en prépa, de la fibre, et peut-être la fibre la plus dure qu'on sélectionnerait pour ces animaux-là, parce que c'est vrai que c'est un peu de temps à passer tous les jours, mais quand on voit tous les effets sur le début de lactation, le temps passé, là, quand on voit quand on parlait tout à l'heure de 90 € par animal, par alerte, etc., ça peut monter assez vite, sachant que là, c'est vraiment un calcul primaire, et pour moi, les conséquences économiques vont être beaucoup plus larges. Donc, est-ce qu'il ne faut pas faire vraiment une ration prépa spécifique? C'est peut-être une question qu'il faut se poser, et peut-être si on devait se dire, si on raisonne un peu les priorités, c'est de se dire, ok, je prends un risque, c'est de distribuer ma ration des vaches en lactation à mes taris. Et alors là, pourquoi pas faire ce fameux monitoring dont on parlait tout à l'heure, c'est de suivre notre pH urinaire et de faire peut-être quelques mesures de calcium dans le sang, le jour de la mise bas. Vous êtes tous des vétérinaires praticiens. Une analyse de calcium dans le sang le jour de la mise bas, ça coûte moins de 10 €. Et déjà d'évaluer s'il y a un risque. Parce que tous les éléments qu'on a discutés tout à l'heure, c'est pour gérer le risque d'hypocalcémie. Donc peut-être se dire, si j'ai une pratique à risque, est-ce que je n'ai pas intérêt à évaluer si mon risque est présent ou pas? Et donc déjà, si effectivement j'ai des problèmes de fièvre, de lait ou autre, c'est déjà de faire déjà ces fameuses calcémies déjà en systématique, et de voir si on a un risque. Si on n'a pas de risque, du coup, là, ça peut permettre de remettre en cause ou pas notre stratégie de gestion tarissement. Si on voit vraiment qu'on a un risque avéré dans les élevages,
c'est-à-dire beaucoup d'animaux à 2 lactations et plus, et on sait que le risque d'hypocalcémie arrive notamment pour les animaux à 3, 4, 5, 6, 7, etc. Des pratiques à risque par rapport à l'inclusion de tampons dans la ration des animaux en prépa, c'est là peut-être qu'il faudra remettre en cause les pratiques. On peut les remettre en cause directement d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue pratique, c'est d'évaluer le risque. Est-ce que j'ai un risque ou pas, et comment on l'évalue? Quelques prises de sang, quelques pH urinaires pendant la phase de prépa. Je pense que là, déjà, on pourra se dire, je suis en situation de danger ou pas. Et là, en fonction des résultats et de ce monitoring-là, ça peut permettre d'adopter telle ou telle stratégie. Après, le chlorure de magnésium, oui, le chlorure de magnésium est un produit qui est rajouté effectivement souvent dans les rations, bon, qui est efficace pour baisser la BACA. On sait que des apports de 50 à 80 grammes de chlorure de magnésium permettent d'amener ces éléments-là. Maintenant, dans des solutions comme celles qui sont proposées par la SAB, notamment le Toptari, on amène aussi des chlorures d'une autre façon, là aussi, pour baisser la BACA. Parce que ce qui baisse la BACA en tant que tel, c'est pas le chlorure de magnésium, c'est le chlorure qui est contenu dans le chlorure de magnésium. Le magnésium n'a aucun impact par rapport à ça, c'est vraiment la forme chlorure qui a vraiment l'impact sur l'effet qu'on recherche. Donc dans le Toptari, c'est pas du chlorure de magnésium qu'on amène, on amène du magnésium sous une forme aussi qui permet d'abaisser la BACA, mais le chlorure est amené autrement pour justement permettre d'avoir des BACA qui soient négatives. Maintenant, le chlorure de magnésium reste une solution qui fonctionne bien. Juste être vigilant à l'appétence du produit et sa conservation, comme c'est un produit hygroscopique, il peut prendre un peu l'eau. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. J'ai une question qui vient de m'arriver. Ça c'est une bonne question, c'est quelle est l'utilité du shrellage pour augmenter l'ingestion? Alors, pour moi le shrellage reste un moyen et quelque part au service d'une granulométrie globale de ration. Quelque part, c'est vrai qu'il est présenté comme le fait d'avoir des structures de fibres un peu plus longues et d'éclater le grain. Mais avant tout, ce qui compte, à mon sens, c'est vraiment de valider la structure physique de la ration finale. C'est-à-dire, une fois que j'ai pris mon maïs shrellage, quand j'ai rajouté de la paille, quand j'ai mis mon aliment, quand j'ai rajouté de l'ensilage d'herbe, etc., quand je tamise ma ration, est-ce que j'obtiens bien mes objectifs en termes de structure de ration? Voilà, c'est pour moi un moyen au service d'un objectif global de structure physique de la ration. Alors, je conviens que ma réponse n'était pas complètement satisfaisante, mais le shrellage, en fonction de si on l'associe avec un ensilage d'herbe plus ou moins long, en plus ou moins grande quantité, avec de la paille en plus ou moins grande quantité, fait que, quelque part, la structure globale de ma ration peut être complètement différente. En revanche, là aussi, attention justement à la structure finale de la ration, pour être certain que la structure physique que l'on recherche mette bien l'adéquation et que malgré le fait que c'était une solution qui était présentée au début comme étant potentiellement quelque chose qui puisse s'affranchir, permettre à l'éleveur de s'affranchir la distribution de paille, c'est pas forcément vrai, ça dépend globalement de la structure qu'on peut observer lors du tamisage. Donc j'en reviens toujours à la même chose, objectiver la situation dans laquelle on est dans l'élevage, par du monitoring. J'ai parlé tout à l'heure de pêche urinaire, de prise de sang. Ça peut paraître un peu complexe, mais ça n'est pas tant que ça. Et là, le monitoring, clairement, c'est le tamisage de ration. Et à partir de là, de se dire, je suis bon, je suis pas bon. Si je suis bon, bah, je surveille. Si je suis pas bon, j'applique une correction. Mais toujours d'objectiver une situation avec des éléments concrets, faciles à mettre en œuvre pour pouvoir prendre des décisions. Bonjour Lionel. Bonjour Léa. On a une petite question. Oui. La technique du shrellage, on ne sait pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas si on est les seuls à ne pas savoir, mais si vous pouvez revenir expliquer rapidement, si ça ne vous dérange pas. Alors, shred en anglais, ça veut dire déchirer. C'est-à-dire que l'idée, c'est au moment où on ensile, en fin de compte, d'utiliser un process spécifique qui a été mis en œuvre, même spécifiquement par un constructeur d'ensileuse. L'idée, en fin de compte, c'est de mettre en œuvre un process, et notamment avec
avec une structure au niveau des rouleaux qui permet de déchirer la plante et quelque part d'avoir des particules très longues au niveau de la partie tige et feuilles, c'était la partie quelque part structurante de la ration, de façon à obtenir des brins beaucoup plus longs et en même temps d'exploser complètement le grain pour avoir quelque chose qui est complètement disponible. Plutôt qu'un système classique où on va découper les particules de ration avec une taille qui est définie avec l'entrepreneur ou le conducteur de la machine de la CUMA au moment de la récolte. On va dire je du 14, du 15, du 24, voilà, peu importe. Et donc ça, c'est plutôt la taille que l'on définit au moment d'ancier dans le système classique, et avec un réglage des rouleaux qui permet d'éclater le grain. Le shredage, c'est un process qui est complètement différent, qui permet vraiment de déchirer la plante et faire des morceaux, entre guillemets, qui sont beaucoup plus longs et qui permettent en théorie de mieux faire ruminer l'animal. Ok, merci. J'ai une question intéressante là, qui m'est posée. Ça répond à votre question là, Léa, tous les deux? Oui, ça va, merci. Voilà. Donc effectivement, ici, historiquement, sur les Hauts-de-France, on a eu très vite des éleveurs qui ont pratiqué, qui ont mis en œuvre le shredage au niveau des ensilages. Ça s'est effectivement développé après un peu dans d'autres secteurs en France, mais rapidement ici, on en a eu. Hein. C'est pour ça que je comprends la question. Je pense que les premiers éleveurs par ici, c'était déjà il y a au moins 6 ans facilement que les premiers éleveurs l'ont fait, à 5-6 ans. Donc une question que je vais dire à haute voix, quels sont les leviers d'alimentation du tarissement pour un colostrum de super qualité? Ça, c'est une vaste question aussi, mais qui est primordiale. Là, c'est pareil, la gestion du colostrum, elle est en lien aussi avec nos pratiques pendant le tarissement. Il y a tout d'abord la mise en place vraiment d'une ration prépa spécifique, avec notamment des apports adaptés en vitamines, oligo-éléments, puisque là, on sait que globalement, les apports nutritionnels qui vont être faits à ce moment-là vont avoir un impact direct sur la qualité du colostrum. Et donc là, il y a beaucoup de tests qui le montrent. Hein, la densité en immunoglobuline, elle est liée aux apports de l'animal, mais aussi par rapport au statut d'animal. C'est-à-dire qu'un animal pour lequel, et ça, moi je me souviens, on a fait nous des essais il y a 4 ans, c'était donc en 2017, justement avec un des ingrédients qui est présent dans le top terré aujourd'hui. Et ce qu'on avait vu, c'est que le fait d'amener des ingrédients qui permettent de stimuler le fonctionnement hépatique, de limiter le statut inflammatoire de l'animal pendant cette phase de prépavélage, puisqu'on a quand même un stress inflammatoire qui est marqué autour de la mise bas par rapport à tous les challenges infectieux, enfin pas infectieux, mais qui pourraient l'être, mais immunitaires, notamment sur cette phase-là. Et on sait que la gestion du soutien hépatique et la gestion des apports nutritionnels a vraiment un impact sur la qualité du colostrum. Donc tout ce qui est fonctionnement hépatique, gestion de l'inflammation, gestion de l'immunité et des niveaux nutritionnels qui vont avec au moment de notre ration prépa, va avoir un impact sur le colostrum. Après, il y a la parité qui a un impact aussi. Hein. On sait que les primipares, on a statistiquement des colostrums qui sont d'un peu moins bonne qualité. Mais là, même logique, il faut vraiment faire du monitoring. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peser le colostrum, ça reste malgré tout assez simple, même si j'en conviens, c'est un peu de temps à passer. Mais là aussi, les leviers économiques sont tellement importants derrière que ça vaut le coup de passer du temps dédié à ces éléments-là. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si j'ai répondu à la question par retour de chat, et je vais lire la question suivante. Je viens de lire un article sur Palem qui vient de confirmer que les vaches ont besoin de 4 grammes de magnésium par kilo de matière sèche avant vélage. Alors, je n'ai pas recalculé l'apport exact des besoins, mais effectivement, ils sont bien plus élevés que les besoins pendant la phase de lactation, parce que même si le magnésium intervient dans beaucoup de process énergétiques sur la phase de lactation, pendant la période de prépa, les besoins sont plus élevés par rapport aux différents enjeux qu'on a cités, et aussi par rapport à tous les enjeux de tonicité musculaire ou autre. Donc il faudrait voir, mais je pense qu'on doit pas être loin de ça. Peut-être pas aussi élevé,
des apports de 3, 3,5, je pense qu'on ne doit pas être loin par rapport à ce qui peut être recommandé. Après, il faut voir quelle est la problématique réelle que l'on rencontre. Là aussi, c'est est-ce qu'on rencontre des problématiques par rapport à des comportements d'animaux à un moment donné qui ne donnent pas de satisfaction en termes de notamment rétention placentaire ou autre. Tout ça, ça se fait aussi dans une gestion de risque. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des éleveurs qui gèrent très bien ces éléments-là et puis qui peuvent avoir des problèmes malgré tout. Et puis d'autres vont peut être un tout petit peu moins élevés chez qui on n'en a pas. Mais c'est objectiver le risque et après mettre en place les éléments. Mais il est certain que la quantité de magnésium reste importante. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question hein, sur la partie magnésium, puisque je ne sais pas si la question c'était de connaître mon point de vue ou pas, mais j'imagine que c'était ça le sens de la question. J'ai une question, Lionel. Le niveau de protéines pendant le tarissement. Oui. Le niveau de protéines, lui, il va être adapté, bien évidemment. Et quand on prend les recommandations par rapport à ça, parce qu'on peut même les regarder donc de façon spécifique par rapport à la phase de préparation. Mais c'est vrai que même la logique voudrait, même il y a des études qui montrent même qu'on pourrait même l'adapter entre les prépares et les multipares. Donc nous, on n'en est même pas encore jusque-là aujourd'hui. Déjà, faisons des lots déjà de prépa. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde un peu les recommandations, nous, on est plutôt effectivement sur des recommandations de 12 à 13 de protéines à ce moment-là. Et c'est vrai que quand on fait les calculs, quand on prend de l'ensilage de maïs, de la paille, et puis un apport de correction azotée, que ça se passe par du correcteur azoté ou par un élément top tari, il faut mettre quand même un minimum d'aliments déjà pour arriver à ces niveaux-là. Et souvent on dit, oh bah oui, tiens, 1 kilo de correcteur azoté suffit. Et quand on fait les calculs, on voit qu'on est en dessous. Donc c'est important d'avoir un niveau de protéines quand même, tout simplement pour pas qu'on soit décalé, pour pas qu'on ait des deltas trop importants entre la prépa et le début de lactation, parce qu'on a un animal qui s'il consomme une ration qui est à 9, 9,5, quand il va passer à des 14, 15, 15,5, voire un peu plus tout de suite, ça fait des marges qui sont importantes. Ok, merci Lionel. S'il n'y a plus de questions, à ce moment-là, on va... Je reprenais pour être très précis par rapport à la question qui était posée sur le magnésium. Effectivement, nous, on est sur une recommandation de 3,5 sur le magnésium. Donc, on n'était pas loin des 4 là, qui sont cités par la question là, qui a été posée. Donc, on est beaucoup plus élevé, nous, à 3,5 que ce qu'on recommande pendant la partie lactation. Après, le 4, derrière, il faut le gérer. Voilà. Ok. Alors après, effectivement, oui. Je ne sais pas si... Voilà. Merci Lionel. Voilà. Merci à tous de votre participation. Et puis la prochaine fois pour un webinaire sur un thème autre. Mais celui-ci était riche d'enseignements et j'espère qu'il répond à beaucoup de vos interrogations. Merci à tous et bon après-midi. Merci, au revoir.